merci d'être présent parce que vous allez voir que ce sujet est extrêmement important. Donc moi je vais vous présenter l'intervenant et ma coprésidente va présenter le sujet. Donc c'est le docteur Joël Spirou devant de moi, qui est médecin environnemental, directeur pédagogique, qui vous l'a dit tout à l'heure, de diplôme universitaire de médecine environnementale. Donc on a eu un petit papier au CHU Mont-d'Or, faculté de médecine Paris-Créteil. Voilà. Merci beaucoup. Alors c'est un grand honneur pour nous vraiment de pouvoir vous écouter ce soir. Je pense qu'on est encore suffisamment nombreux et bravo à tous. Merci à tous ceux qui arrivent parce que je pense que ça va être vraiment un grand plaisir pour nous. C'est un sujet extrêmement important. Donc dans ces pathologies cardiovasculaires, et bien évidemment la généticienne que je suis voit on va dire la problématique intrinsèque. On a parlé de tabac, on a parlé d'alcool. Je pense qu'en 2022, on ne peut plus ne pas parler de pollution. Donc merci beaucoup, docteur Spirou. On vous écoute. Merci à vous. Je tiens à remercier encore docteur Verhappen et docteur Le Russy, car avoir la volonté de faire entrer dans un colloque de cette importance la problématique de santé environnementale, c'est magnifique. Je l'ai déjà vécu grâce à Christine Kowalczyk sur 3 colloques que nous avons fait déjà à l'île de la Réunion depuis les années 2016, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, est-ce que la pollution a un impact sur les pathologies cardiovasculaires? Voilà la question. Depuis le début du colloque, eh bien, on a vu que naturellement, le système cardiovasculaire se portait pas trop bien, hein, et qu'il y avait beaucoup de pathologies et de pathologies en croissance. Et alors, est-ce que c'est un fait de l'air ou est-ce que c'est parce qu'il se passe quelque chose dans notre environnement? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, mon thème, c'est découvrir, comprendre et agir parce qu'il y a des méthodes de prévention à faire. Et comme le colloque Vasco cette année, il est dédié à la femme, et ben j'ai commencé par voir un petit peu ce qui se passait pendant la gestation. Voilà, donc l'introduction, ça va être quelques mots d'introduction. Grossesse, pollution, impact sur le système cardiovasculaire, pollution de l'air et impact, pollution par les pesticides, pollution par les autres xénobiotiques, hein, et puis une conclusion où on les trouve et que faire. Alors voilà, déjà, il faut savoir qu'on est dans un changement de paradigme. On a été formatés tous pour le soin, et on le fait très bien, des pathologies microbiennes, bactériennes et virales. Et on ne nous a pas tellement formatés ni formés pour les pathologies d'origine chimique. Et elles ont des différences notables. D'un côté, on a des agents automultiplicatifs. De l'autre côté, on a des agents qui s'accumulent, éventuellement et très souvent, malheureusement. Effets à court terme contre des effets à long terme, spécificité d'organes contre des effets plus diffus. Quand on a une hépatite virale, c'est le foie qui est atteint. Avec les produits chimiques, les xénobiotiques, hein, eh bien c'est diffus, ça peut être plusieurs organes à la fois. D'un côté, c'est la taille de la cellule, c'est notre système immunitaire qui nous défend. De l'autre côté, c'est la taille de la molécule et ce sont nos organes de détox qui fonctionnent. Et vous n'êtes pas sans avoir remarqué dans vos cabinets qu'on a une augmentation des insuffisances rénales entre guillemets d'origine inconnue chez des relativement jeunes, augmentation des stéatoses hépatiques chez des gens qui ne boivent pas et qui ne sont pas obèses. Voilà, donc agent d'un côté facilement mesuré, symptômes caractéristiques, épidémiologie relativement facile à faire. De l'autre côté, c'est difficilement mesuré, symptômes divers et combinés, épidémiologie difficile, ce qui entraîne une sorte de déni, hein, vis-à-vis de cette problématique-là. Les pathologies microbiennes et la médecine pasteurienne nous a permis la maîtrise de l'espérance de vie au XXe siècle. Par contre, au XXIe siècle et depuis les années 60, une augmentation des pathologies dites chroniques qui sont en fait des pathologies d'origine environnementale. On a vécu et il faut continuer à vivre l'hygiène bactérienne et l'hygiène chimique, ça va être le défi du XXIe siècle. Alors voilà, les causes de mortalité, je ne vais pas insister puisque tout le monde l'a dit, hein, des pathologies cardiovasculaires, première cause de mortalité, plus de 10 millions de morts par an. Deuxième cause de mortalité en France, 140 000 par an. Morbidité, 15 millions. Vous voyez la disposition là entre les hommes et les femmes, j'insiste pas puisque ça a été 10 000 fois.
Alors, je vous montre ça puisque c'est adapté de l'OMS. Et ce qui m'interpelle, c'est que vous voyez, quand on parle des déterminants des risques cardiovasculaires, on va nous parler des facteurs comportementaux, parce que naturellement, il faut toujours un peu accuser les patients. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que vous êtes mal conduit. Si vous êtes trop gros, c'est parce que vous mangez trop ou mal. Si vous n'avez pas d'enfant à 38 ans, c'est parce que vous y êtes pris trop tard. Donc, voilà. Et puis après, avec tout ce que ça entraîne comme pathologie. Et puis, on voit déterminisme socio-environnemental, environnement alimentaire, etc. Tabac, alcool, naturellement. Si vous avez un problème, c'est toujours tabac, alcool, drogue. Et les cancers, c'est toujours, on nous parle tabac, alcool, drogue. Et voilà, on parle quand même un tout petit peu de la pollution atmosphérique. Donc vous voyez, il y a déjà, même au point de vue cognitif, quelque chose qui marque, c'est que la notion des liens entre santé et environnement, eh bien, ils ne sont pas franchement marqués. Je vous rappelle que l'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est l'environnement biologique. Tout ce qui est vivant, bactéries, virus, parasites, environnement chimique, l'exonobiotique, environnement physique, l'augmentation de la température, les microparticules, et puis aussi l'environnement socio-anthropologique et cognitif. Eh bien, force est de constater que cet environnement cognitif, eh bien, il n'est jamais mis en compte. Et par exemple, nos jeunes internes qui sortent des facultés de médecine à l'heure actuelle n'ont jamais entendu parler des perturbateurs endocriniens ou très peu. Donc vous voyez que on a du travail à faire tous pour faire en sorte que ce genre de slide n'apparaisse plus. Alors on va parler des cardiopathies congénitales. Eh bien écoutez, c'est l'anomalie congénitale la plus courante dans le monde. 8 à 12 nourrissons par 1000 naissances, causant plus de 40% de décès prénataux. Et en Chine, c'est beaucoup plus. Vous voyez, la publication de Chu et al. 2019, 19,2 enfants sur 1000, c'est colossal. Voilà. Pathologie donc cardiaque congénitale et pollution, eh bien on va voir ça. Vous voyez ici, je vous ai montré air polluant, l'impact sur le cœur. Et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on nous apprend dans cette publication de 2021? L'exposition gestationnelle aux polluants atmosphériques, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, les PM10, les PM2,5. Je vous rappelle que les PM10, c'est des microparticules, et que l'on trouve naturellement dans l'air que l'on respire. Et vous voyez, on s'occupe des PM10 et PM2,5, alors qu'on sait très bien maintenant, très nombreuses publications montrent que les PM1 et les PM0,1 sont encore plus toxiques que les PM10 et les PM2,5. Voilà, donc les malformations impliquant le cœur et les gros vaisseaux, shunt et obstruction coronopathie fétale, pour les PM2,5, les PM10, le NO2, l'oxyde de carbone et l'ozone, coarctation de l'aorte et sténose des valves pulmonaires pour le dioxyde d'azote. Et les fenêtres de sensibilité des polluants atmosphériques sont différents, mais principalement en cours de du deuxième et troisième trimestre de la grossesse. Donc vous voyez que ces facteurs-là, quand vous avez une malformation chez un petit bout de chou qui arrive au monde, eh bien, il faut penser à ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes enceintes, il faut les surveiller comme le lait sur le feu, c'est-à-dire qu'il faut voir, mais on le verra plus tard, où elles habitent, ce qu'elles font comme profession, etc., etc. Et donc, les effets des polluants atmosphériques sur les cardiopathies coronariennes sont sexe-dépendants et les garçons semblent plus fragiles et plus sensibles. Oui, on est plus sensible, c'est comme ça. Autre pathologie, eh bien, là, on vous montre qu'il y a une association positive dans cette publication-là sur les défauts septaux. Voilà, ventriculaire, c'est plutôt PM10, PM2,5 et O3, et auriculaire, plutôt le dioxyde de soufre. Alors, naturellement, je ne peux pas faire de mécanistique aujourd'hui en une heure, mais il y a des choses qui peuvent commencer à s'expliquer. Une autre publication sur une grande cohorte hongroise, 577 cas avec n'importe quelle anomalie cardiaque congénitale comparée à 1700 témoins, eh bien on s'aperçoit que l'exposition paternelle, j'entends bien, au PCB, phtalate, bisphénol et solvant était associée à des coronaropathies. Voilà, les malformations septales ventriculaires, corrélation avec des pesticides, malformations septales aussi avec les phtalates, et puis l'exposition paternelle aux solvants, style formaldéhyde, défauts septo-auriculaires, des obstructions des voies d'éjection du ventricule droit. Voilà. Donc, une autre publication, une chinoise encore, qui est assez fabuleuse,
de 2019, près de 40 000 naissances. Il n'y a que les Chinois qui sont presque capables de nous faire des choses pareilles. Association entre PM2,5 pendant la gestation et anomalie congénitale fétale dans le Yichuan en Chine. Et c'est principalement les PM2,5. Quand il y a plus de 10 microgrammes par mètre cube, le risque d'anomalie cardiaque est augmenté de 70%. Je vous rappelle qu'en France, la dose à ne pas dépasser, c'est 12 microgrammes par mètre cube. Donc on est déjà, nos normes sont déjà un petit peu obsolètes par rapport à ce type de résultat. Et il faut savoir que près d'un périphérique ou dans Paris, quand il n'y a pas le Covid, eh bien, on monte largement au-dessus de 10 microgrammes par mètre cube. HTA, pré-éclampsie, éclampsie. Voilà. La pollution, donc, avec comment dirais-je, pré-éclampsie, eh bien, les méta-analyses, association positive entre pré-éclampsie, exposition à la fois au PM2,5 et au dioxyde d'azote. Ça n'avance plus. Si. Effet indésirable du développement du trophoblaste et de la vascularisation placentaire, ainsi que l'augmentation du stress oxydatif et des facteurs anti-angiogéniques. Vous avez déjà entendu parler de ça cet après-midi par une conférencière qui vous a dit que ça avait une importance colossale. Et bien là, on voit par exemple que les PM2,5 et les PM10, mais de mémoire, il doit y avoir une autre publication que je vous ai mis là. Dans celle-ci, tabac, alcool, naturellement, drogue et autres polluants environnementaux causent des pré-éclampsies, association entre pré-éclampsie et précoce et le bruit environnemental. Donc, quand vous habitez près du périphérique où il y a une pollution en PM10, PM2,5, dioxyde de carbone, etc., et qu'en plus, il y a du bruit à longueur de journée, eh bien, ces femmes-là, vous les surveillez comme le lait sur le feu parce qu'elles vont vous faire des entourloupettes. Voilà. Impact du trafic routier et pré-éclampsie. Donc, il faut éviter d'habiter à moins de 200-250 mètres à vol d'oiseau d'un périphérique où il y a plus de 5 à 10 000 voitures par jour. Et voilà. Cohorte, là c'est une belle cohorte de 72 000 grossesses. Eh bien, on voit les résultats pré-éclampsie et pré-éclampsie précoce. Voilà. Et ici, cette publication, étude sur le développement du nourrisson et l'environnement, une cohorte prospective menée dans 4 centres médicaux universitaires américains entre 2010 et 2012. La conclusion, c'est que concentration en métabolites de phtalate était significativement associée avec l'hypertension gestationnelle, augmentation plus importante de la pression artérielle systolique tout au long de la grossesse. Et puis une autre publication ici chez des jeunes Allemands. La conclusion de cette publication, c'est l'exposition prénatale au PCB, polychlorobiphényle, vous connaissez, les hydroxy-PCB et les composés, dioxines, voilà, eh bien, développement, obésité, maladie cardiovasculaire. Et puis, celle-ci, autres polluants, obésité et troubles cardiovasculaires, risque pour les adolescents à la suite d'exposition prénatale. Eh bien, vous voyez, les POP, c'est-à-dire les polluants organiques persistants, hexachlorobenzène, 4,4'-DDT, voilà, et puis les PCB sont associés à des facteurs de risque importants. Et on va arriver à encore une autre étude chez des adolescents. Voilà, et bien on s'aperçoit que la présence au même produit ont des risques majeurs, syndrome cardio-métabolique chez l'adulte. Donc un enfant qui est en surpoids et à l'adolescence, il n'est pas forcément obligé que ce soit dû à son alimentation. C'est sans doute dû aussi à des problématiques en intra-utérin et après à l'alimentation au milieu de vie. Et puis voilà, alors cette publication-là, je l'aime bien parce que les néonicotinoïdes, ça vous dit sans doute quelque chose. C'est un pesticide qui est pour tuer la petite mouche de la betterave, qui a été interdit et qui a été réautorisé. Et alors on nous dit bien sûr, les néonicotinoïdes, ça ne tue, ça ne désoriente que les pauvres abeilles. Eh bien que nenni.
puisque, en fait, on s'aperçoit, très belle publication de 2020, eh bien, que empêche la formation du trophoblast autour de l'œuf, et donc, même problématique que celle qu'on a vue cet après-midi. Donc, vous voyez qu'on nous roule dans la farine en termes de toxicologie réglementaire, puisque on nous fait croire que ça n'atteint que les insectes, et naturellement, ça atteint aussi la gestation correcte des mammifères, dont les humains. Et pour faire sur la problématique de l'air une petite synthèse, eh bien, quand on a de la pollution, comme ici, les PM10, les PM2,5, et je vous dis, PM1 et PM01 sont encore plus toxiques, l'oxyde d'azote, O3, CO, les COV, composés organiques volatiles, sur la mer, ça va entraîner un stress oxydatif, inflammation, qui va nous entraîner un diabète gestationnel, une hypertension, des prééclampsies, qui vont avoir des impacts après sur le développement intra-utérin, mais chemin faisant, le placenta, perturbations endocrines, modifications épigénétiques, stress oxydatif, inflammation, fonction placentaire altérée, transport de l'oxygène et des nutriments, retard de croissance intra-utérine, malformations, et en particulier des malformations cardiaques. Et tout ça après pour le nouveau-né et l'enfant, poids de naissance diminué, naissance prématurée, atteinte épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a des modifications du système épigénétique de l'épigénome, système immunitaire atteint, fonction respiratoire, fonction cardiaque, système nerveux, métabolisme, et entraînant une sensibilité aux infections respiratoires, dysfonction cardiaque, troubles neurodéveloppementaux, leucémie, surpoids, obésité, diabète. D'accord ? Donc vous voyez que la pollution sur le système cardiovasculaire pendant la grossesse, pendant la gestation, c'est fondamental. Donc déjà, et d'une, surveillez toutes vos femmes, et ça nécessiterait en plus de mettre en place en France de réelles consultations préconceptionnelles pour savoir dans quelles conditions ces futures mamans vivent, comment elles se nourrissent, où elles habitent, comment ça se passe, et aussi donner aussi des traitements avant même la grossesse, parce que souvent maintenant on les voit arriver en fin du 2e mois, et même pour la distribution de l'acide folique, c'est déjà trop tard, puisque la date est passée. Mais on sort du cœur là, voilà. Alors maintenant, on va continuer pour les adultes. Et bien là, un grand comité international sur le système respiratoire. Alors dans sa première partie, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'OMS nous dit que l'air extérieur et les particules fines inférieures à 2,5, 4,2 millions de morts et plus de 103 millions d'années de vie perdues. Air intérieur, 3,8 millions de morts, principalement dû au système cardio-respiratoire. Et dans sa deuxième partie, ce grand colloque, ce grand forum, eh bien, la pollution de l'air serait responsable de 19% de tous les décès cardiovasculaires, 21% des décès par accident vasculaire cérébral, et favorise l'augmentation de la coagulation intravasculaire et la diminution de la filtration glomérulaire, parce que naturellement le rein est partie prenante dans l'affaire. Et la notion d'exposome, elle est importante parce que ça nous montre un petit peu qu'on vit dans un environnement pollué, et cette notion d'exposome, il faut l'investiguer. Et en 2019, très belle étude, voilà, et bien l'exposome, c'est ça en fait. Quand on nous a appris un agent causal, une pathologie bien déterminée, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, surtout avec les produits chimiques. Donc il faut se rendre compte que quand une pathologie émerge, c'est parce qu'il y a tout un tas de facteurs, de cofacteurs qui se sont présentés, et après on arrive à ça, par exemple dans cette étude. Charge mondiale de la morbidité et des décès associés, et bien on voit par exemple que le plus c'est accidents vasculaires cérébraux, le tabac, accidents ischémiques, et puis l'hypertension. Vous voyez, l'affaire est classée. Voilà. Donc, notion d'exposome importante, et ça nous incite à avoir un interrogatoire bien particulier et approfondi. Ce n'est pas simplement comment vous allez, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non, il faut aller au fond des choses. Alors là, la pollution, naturellement encore, et bien là, une autre pollution qui nous montre que, eh bien, il y a les particules fines, les microparticules, eh bien, elles vont avoir un impact, et ça entraîne un stress oxydatif, inflammation, perturbation de l'immunité qui interagissent et se combinent en réponse aux particules fines. Aussi, un autre facteur, c'est une problématique endothéliale.
ça a été évoqué sur l'angiogénèse, et ça c'est publication de 2021, la pollution de l'air perturbe le nombre de fonctions des cellules progénitrices endothéliales et des cellules angiogéniques dérivées de la moelle osseuse et qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé cardiovasculaire. Et voilà, donc vous voyez que ça touche un petit peu dans tous les domaines et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Voilà, les attaques cardiaques, voilà, un problème de justice sociale parce que naturellement c'est pire dans les populations déshéritées, naturellement. Air pollution et cardiaque remodeling, voilà. Eh bien, pour avoir une petite idée, voilà grosso modo une synthèse. Les particules qui sont inhalées, inflammation, stress oxydatif au niveau pulmonaire, modification des épigénétique au niveau des leucocytes, système inflammation, stress oxydatif, vasoconstriction, hypertension, athérosclérose, thrombose, le cœur est atteint et ça nous entraîne voilà, des infarctus, des hypertrophies, des fibroses et des modifications épigénétiques. Donc vous voyez que tout est écrit, publication assez récente mais quand même de 7 ans. Voilà. En bilan, la pollution atmosphérique est un contributeur majeur aux maladies cardiovasculaires et la promotion d'une qualité de l'air plus sûre semble être un défi pour la prévention des maladies cardiovasculaires. D'autres xénobiotiques, eh bien, par exemple le glyphosate. Eh bien, le glyphosate, il a un impact sur le système cardiovasculaire. Vous connaissez le glyphosate, c'est la molécule déclarée active du Roundup. Je vous rappelle juste quand même pour que vous le sachiez, un pesticide, c'est une molécule déclarée active par le fabricant, qui est la seule à être testée pendant 2 ans sur des rats ou des souris. Et par contre, le produit tel qu'utilisé, c'est-à-dire le glyphosate plus des coformulants, les coformulants ne sont pas testés et l'ensemble, le cocktail, entre guillemets, n'est jamais testé non plus, sauf quelques heures sur la peau d'un lapin tondu ou sur des conjonctives de lapin ou de souris pour savoir s'il y a des facteurs allergiques. Et en conclusion, là, le mécanisme, c'est le blocage des canaux calciques. Donc ça, on connaît ces fonctions-là. Et le Roundup, c'est-à-dire le glyphosate plus ses coformulants, peut entraîner une toxicité cardiaque sévère. Mais par contre, la toxicité n'a pas pu être attribuée au glyphosate seul. Ça montre bien que le mélange tel qu'il est vendu, parce qu'il n'y a pas un agriculteur au monde qui utilise du glyphosate pur, eh bien, le mélange tel qu'il est vendu, eh bien, il est bien plus toxique que ce qu'on veut bien nous faire croire. D'autres publications qui nous montrent les mécanismes, parce que ça passe par le stress oxydatif, induction des radicaux libres oxygénés en tant que molécule signalisation par diverses impliquées dans les maladies cardiovasculaires induites par les pesticides. Et bien, par exemple, là vous avez un Roundup donc, qui entraîne des pathologies, des modifications électrophysiologiques cardiaques directes par bloc de conduction, arythmie, parmi les effets médiés par les herbicides à base de glyphosate, c'est-à-dire les Roundup. Voilà. Pesticides, encore les pesticides. Bon, vous étonnez pas, j'ai beaucoup travaillé sur les pesticides. Ça a été pendant longtemps mon cheval de bataille, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc les résultats, eh bien, par exemple, on va aller vite. Le chlorpyrifos, le coumaphos, etc. Eh bien, ils ont un risque relatif de 1,8 à 3,2 pour infarctus du myocarde. Voilà. Primaphos et autres associés à l'hypertension, le tétrachlérobenzodioxine, maladie cardiovasculaire avec un risque relatif supérieur par rapport à un qui n'en a pas naturellement de 0,9 mais de 2,78. Aux organochlorés, c'est encore pire. Voilà. Métaux lourds, arsenic, par exemple, athérosclérose, hypertension artérielle systémique. Et alors, les principaux xénobiotiques pathogènes, eh ben, on va les voir très vite. Bisphénol A, infarctus du myocarde, arythmie, cardiomyopathie dilatée, athérosclérose, hypertension, publication de 2020, arythmie, fibrose cardiaque, vous avez les publications à côté. Bisphénol F et S, eh bien,
sont beaucoup moins étudiés que le bisphénol A, mais les risques cardiaques semblent être à peu près symétriques et équivalents. Je vous rappelle que l'industrie s'adapte parce que quand les bisphénols A ont été supprimés des biberons, maintenant vous avez des biberons en plastique qui contiennent du bisphénol F et S. Donc un pauvre bambin qui a été nourri intra-utéro par déjà du bisphénol et autres, il va avoir son biberon avec du bisphénol F et S. Merci le mélange. Phtalate et métabolique, malformation cardiaque, hypertension, athérosclérose, troubles cardiométaboliques. Voilà. Et les composés perfluorés, vous avez entendu parler des FAS. Les FAS, ils entraînent insuffisance cardiaque congestive, maladie coronarienne, angine de poitrine, crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux et hypertension. Voilà, donc alors ça fait un peu registre dramatique, mais c'est la vraie vie. Et je pense qu'en tant que cardiologue, c'est fondamental, et puis médecin généraliste aussi, c'est fondamental de savoir ça. Voilà, les PCB, hypertension artérielle, bon, voilà, les dioxines, pathologie ischémique, préférentiellement, et maladies cardiovasculaires diffuses, le formaldéhyde, c'est les solvants, formaldéhyde, arythmie, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, athérosclérose, les composés PBDE, pathologie cardiovasculaire, athérosclérose. Et vous avez vu que ce sont toutes des publications très récentes, de 2 ou 3 ans. Donc on commence à s'y intéresser. Et heureusement, les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, pathologie cardiaque, mortalité, risque relatif 13%, mortalité, risque relatif 21%, publication 2022. Voilà. Et les principaux métaux pathogènes, parce qu'on n'y coupe pas, arsenic. Alors l'arsenic, voilà, modification de l'expression de plusieurs micro-ARN, médiateur des voies de signalisation liées au stress pathogène, provoquant un stress cardiaque entraînant une fibrose, et puis augmentation du stress oxydatif au niveau cardiaque et AVC. Voilà, le mercure, risque cardiovasculaire multiple, cardiopathie ischémique, mortelle et non mortelle, stress oxydatif, le plomb, ça c'est connu depuis plus longtemps quand même. Voilà, insuffisance cardiaque, arythmie, ischémie myocardique. Et le cadmium, athérosclérose, coronaropathie, hypertension artérielle. Voilà. Alors, je vais être à peu près dans le temps. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les molécules dont je vous ai parlé, ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc, quand on parle des perturbateurs endocriniens, eh bien, ça vaut la peine d'en parler fort. Et on les a retrouvés à La Réunion, dans les études qu'on a fait grâce à Christine Kowalczyk, qui est là, et toute son équipe, avec trois colloques qu'on a fait ensemble, sur les perturbateurs endocriniens, et on a fait quelques études. Première étude en 2018, c'est que 5 médecins de l'URML a donné une mèche de cheveux, et on a analysé, on a recherché 138 pesticides, sauf le glyphosate et le chlordécone qui se détectent mal encore dans les cheveux. 60 pesticides différents ont été retrouvés, 33 perturbateurs endocriniens communs, 100% des mèches de cheveux, donc des confrères, étaient contaminés. Voilà. Et à la même période, on avait fait des dosage dans les poissons, dosage de mercure. Eh bien, le marlin, il fallait 25 grammes de marlin par semaine pour dépasser la dose toxique en mercure. 92 grammes d'espadon par semaine 46 grammes d'espadon par semaine pour dépasser la dose de mercure sur une semaine, et le thon, 140 grammes de thon, donc il fallait encore mieux manger du thon. Et juste en blanc à côté, je vous marque les normes européennes et de l'OMS et les normes des USA. Vous allez essayer de me faire comprendre comment le mercure est 2 fois plus toxique aux USA qu'en France. Eh bien, c'est pour vous montrer que la toxicologie réglementaire, elle n'est pas apte à nous protéger pour l'instant. Et voilà. Et puis, on avait fait des études sur des fruits et légumes. Voilà, eh bien, on avait retrouvé de la cypermétrine, insecticide dans les courgettes, le chouchou et les tomates, resmétrine dans les bananes, la canne à sucre, lambda-cyalométrine dans la banane et du glyphosate dans les ananas. Et la pastèque, on n'a rien trouvé dans la pastèque, donc mangez de la pastèque. Mais enfin, c'est très peu nutritif, et donc c'est comme si vous buviez un verre d'eau, quoi. Avec quelques vitamines quand même en plus, j'exagère. Je suis un peu provocateur de temps en temps.
Et une étude sur le lait maternel là, qui a été présentée, que j'ai présentée l'an dernier, en décembre dernier, qui a consisté à chercher dans du lait de 15 mamans réunionnaises les xénobiotiques suivants, 260 pesticides, du 4,4'-DDE, je vous rappelle, c'est le premier métabolite du DDT, hein, chlordécone, glyphosate, AMPA, les métaux perturbateurs endocriniens, aluminium, arsenic, cadmium, plomb et mercure, des phtalates, des bisphénols, des dioxines et des PCB. Tout ce qui est entouré en rouge, c'est ce que l'on a retrouvé, hein. Voilà, tous ces produits sont considérés naturellement et à juste titre comme des comment dirais-je, des perturbateurs endocriniens. Alors, vous allez voir, le résultat, il est là, c'est que, eh bien, tous les laits contenaient dioxine PCB au-dessus des normes officielles, hein. Voilà, quels que soient les PCB, quels que soient les dioxines, hein, et vous voyez même les PCB indicateurs, hein, PCB indicateurs qui sont là, hein, eh bien, ils étaient tous largement au-dessus des normes. Voilà la norme, eh bien, ils étaient tous largement au-dessus des normes. Donc ça veut dire que ces petits bouts de chou-là, ils ont été perfusés par ces produits-là pendant toute la gestation, et en plus, ils avaient le lait, voilà. Et dans les laits, qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé un lait avec du bisphénol et 13 laits sur 15 qui avaient du plomb, hein. Voilà, donc un lait qui dépassait les limites journalières, hein, de 50 microgrammes kilo-jour, et on est arrivé à 278 nanogrammes par gramme, hein, dans ce lait-là de bisphénol A. Le 4,4'-DDE, on l'a trouvé dans le lait numéro 14, hein, voilà, avec aussi 5 fois plus, presque 6 fois plus que la limite d'exposition tolérée, et le plomb, 7 laits qui dépassaient les seuils, 5 qui étaient entre la LQ et la limite de quantification et la limite de détection, et puis 3 laits qui n'en contenaient pas. Donc vous voyez, c'est pas rien ce qu'on nous raconte, et comment dirais-je, Ruben, tu as eu raison de proposer ce sujet-là. Alors, autre chose, c'est que même les polluants de l'air, PM10, PM2,5, les NOx, SO2, CO et O3, eh bien, ont des impacts endocriniens. Ils ne sont pas considérés à l'heure actuelle comme des perturbateurs endocriniens, mais toutes ces molécules-là ont un impact sur l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique. Association entre les perturbateurs endocriniens et les pathologies cardiovasculaires, hein, grande revue de 2020 qui est sortie. Eh bien, l'exposition aux perturbateurs endocriniens environnementaux est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. L'exposition au long terme au PE peut influencer la santé cardiovasculaire de l'homme, enfin de l'humain, hein. Voilà. Cette publication-là montre aussi, de 2022, dioxine, bisphénol, phtalate, les composés perfluorés, composés polybromés, les PCB, eh bien, entraînent des pathologies, le mercure, etc. Ils provoquent donc des altérations épigénétiques telles que la méthylation de l'ADN. En fait, c'est la méthylation, mais ça, notre généticienne là va bien vous expliquer ça plus en détail que moi. En fait, ça va modifier l'expression des gènes, hein, et puis modification des histones et des régulations des micro-ARN. Ces altérations jouent un rôle majeur dans de nombreuses maladies telles que le cancer, les maladies neurodégénératives, les SPOC, et puis les maladies cardiovasculaires et divers autres troubles. Alors, en fait, ce sont les perturbateurs endocriniens. Juste pour conclure, en fait, ce ne sont pas que des perturbateurs endocriniens, ce sont aussi des perturbateurs du système nerveux et des perturbateurs du système immunitaire. En fait, ce sont des perturbateurs de la communication cellulaire. Et à quoi ça sert la communication cellulaire? Eh bien, à régler le développement des cellules, l'histogénèse, l'organogénèse, la coordination des activités de l'organisme, phénomènes saisonniers, cycles de reproduction menstruelle, les cycles veille-sommeil, le métabolisme, etc., et la défense de l'organisme. Et c'est-à-dire que pour maintenir notre homéostasie, eh bien, on a l'interaction entre 3 systèmes, le système endocrine,
le système nerveux et le système immunitaire, eh bien, les perturbateurs endocriniens impactent ces trois systèmes-là. Hein. J'avais fait une petite pré-étude sur, en 2013, était sorti de l'OMS, avait sorti une liste fermée de 176 molécules perturbatrices endocrines. Et j'avais fait une petite revue bibliographique, eh bien, ces 176 molécules étaient toutes effectivement des perturbateurs endocriniens, puisque l'OMS l'avait décidé ainsi, mais c'était toutes des perturbateurs nerveux et à 90% des perturbateurs du système immunitaire. Donc, l'anomalie des communications cellulaires peut ainsi conduire à des perturbations du développement, malformations congénitales, maladies hormonales enzymatiques, développement cellulaire anarchique, tumoral, et bien les cancers. Voilà, et bien les perturbateurs endocriniens, eh bien, on en a dans notre sang tous, et ils émanent de tout ce que vous voyez dans ces petites photos là, tout ce que vous voyez à l'intérieur de ces silhouettes, eh bien, contient des perturbateurs endocriniens. Alors, contamination humaine, pesticides, formaldéhyde, bisphénol, composés perfluorés, parabènes, phénoxyéthanol, les alkylphénols, les phtalates, et puis dioxine, PCB, HAP, plomb, mercure, cadmium, voilà, et même le brome, qui n'est pas un métal lourd, qui est un halogène, hein, qui n'est pas là, mais voilà. Donc, on est entouré, et voilà ce qui nous assaille. Donc, quand il y a une pathologie qui survient, c'est comment dirais-je, l'ensemble de cet exposome qui va, à un moment donné, va faire surgir une pathologie, un cancer ou une autre pathologie, quels que soient les organes atteints. Hein. Et puis, puisqu'on parlait juste des particules fines, il y a eu 2 ou 3 belles études qui sont sorties qui ont montré que la pollution ont aggravé l'infection au Covid et les hospitalisations en réanimation par Covid. Et oui, parce que la pollution, hein, vous savez que les molécules, les xénobiotiques vont pouvoir se coller sur les particules fines ou sur les pollens et pénétrer plus facilement, comme ça, être transportés. On appelle ça des adduits, hein, voilà. Et donc, ça va être transporté et on va les aspirer. Ça va nous fragiliser d'autant plus que ça a un impact sur le système, comment dirais-je, immunitaire. Alors, prévention, c'est fondamental. Vous avez vu que notre ministère est devenu un ministère de la prévention. J'espère que ce ne sera pas que de la prévention secondaire et que ce sera vraiment de la vraie prévention et qu'on verra disparaître une grande majorité de ces molécules. Je vous invite à vous former. Naturellement, je fais un peu de pub pour mon DU. N'hésitez pas, hein, voilà. Et donc, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés, hein, en vous remerciant. Voilà. Alors, on va commencer le débat. D'abord, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, c'est parti. Micro, s'il vous plaît. Merci pour cet inventaire. Oui. Pas très réjouissant. On se sent un peu démuni en fait face à cette invasion. En fait, finalement, vous êtes un lanceur d'alerte et nous, moi, j'ai pas l'impression de pouvoir faire grand-chose par rapport à ça. Oui. En fait, c'est peut-être grâce à des personnes comme vous qui allez alerter les autorités publiques sur la dangerosité de certains produits qu'on peut protéger la population. C'est vrai que moi, à titre personnel, en fait, je ne peux que constater le fait que je sois exposé, mais j'ai pas l'impression de pouvoir faire grand-chose pour ça. Heureusement, en tout cas, qu'il y a des personnes qui permettent de lancer, de mettre en avant cette problématique. Est-ce que vous avez des données sur, à partir du moment où on arrête de commercialiser tel ou tel type de produit, une durée de vie, au bout de combien de temps ça va disparaître? Est-ce qu'on est condamné à être exposé pendant des millions d'années à ces produits une fois qu'ils ont été introduits ou... C'est une bonne question. Des milliers d'années sans doute pas, mais regardez par exemple les dioxines et PCB qui ont été interdits en 86 de mémoire, on en retrouve encore dans le lait maternel là. Hein. Donc vous voyez, voilà, donc c'est un vrai problème parce que ces produits-là, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont stables dans l'environnement et ils se bioaccumulent. Hein, donc on les retrouve partout en fait. Hein, et on les retrouve dans l'air, dans le sol, dans l'eau.
Et voilà. Hein. Et par exemple, les pesticides, vous avez vu il y a 3 semaines, là, ou un mois, eh bien, on est passé d'une limite quand il y a plus... Vous savez, quand il y a plus d'un pesticide dans l'eau de boisson, il ne faut pas que ça dépasse 1 microgramme par litre. Et quand il y en a plusieurs, il ne faut pas que ça dépasse 5 microgrammes par litre. Eh bien, on a vu l'émergence d'un pesticide qu'on voyait, mais qui n'était pas si présent que ça, et qui commence à augmenter, c'est le métallochlore. Et à cause de lui, eh bien, l'État a décidé de passer de 0,5 microgrammes à 0,9. Comme ça, l'eau reste potable. Donc, si vous voulez, ça s'appelle l'adaptation au milieu. Voilà. Alors, est-ce que, justement, c'était ma deuxième question, est-ce que l'humain s'adapte à... Est-ce qu'on a des données sur le fait qu'on puisse s'adapter à cette eh bien, c'est une bonne question, mais l'adaptation de l'humain, et en particulier des animaux, des mammifères et des animaux à squelette, elle se fait sur des centaines d'années, et elle ne peut pas se faire en l'espace de 3 générations ou 4 générations. Hein, et c'est bien pour ça qu'on a maintenant, avec les phénomènes épigénétiques, eh bien, des pathologies qui sont contractées pendant la gestation et qui vont se manifester pendant 1, 2 ou 3 générations. Le cas emblématique, c'est le distilbène. Hein, à l'heure actuelle, on est à la 3e génération d'enfants post-distilbène, hein, et avec des pathologies, ça commence à diminuer, hein, mais c'est le perturbateur endocrinien tout à fait emblématique, hein, et on a à peu près la même chose, enfin, dans un cadre différent avec le chlordécone. Hein. Donc on a des manifestations épigénétiques qui passent en transgénérationnel. Je vous ferai remarquer simplement, c'est que 99,9% des produits chimiques ne sont jamais testés en transgénérationnel, hein, et rarement aussi pendant gestation. Donc ça vous montre le hiatus qu'il peut y avoir entre la toxicologie réglementaire, qui devrait être apte à nous protéger, et ce que l'on fait dans la vraie vie. Oui. Merci beaucoup pour cette conférence. Et merci à Ruben pour avoir introduit ce sujet qui est extrêmement important, qui est aussi important que le réchauffement climatique. Je fais l'analogie parce que on est face aux mêmes enjeux de société et puis de survie à l'échelle planétaire. Et on ne pourra pas faire l'impasse trop longtemps de tous ces impacts de pollution. Et il faut quand même prononcer le mot de lobby. Hein. Oui. Voilà, je crois que c'est un mot très important. Moi, je travaille à l'ARS. Il existe un plan national santé-environnement. Le ministère de la Santé est devenu le ministère de la Santé et de la Prévention. Je ne sais pas si on va faire beaucoup de prévention primaire. En tout cas, 98% du budget de la santé est consommé par le soin. Donc, à moins de prendre sur le soin pour augmenter la prévention ou alors de trouver des budgets ailleurs, je ne suis pas très optimiste. Ouais. Donc, c'est un choix de société qu'on devra faire. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer parce qu'on est tous... on a les études qui nous démontrent qu'il y a une causalité entre l'exposition à ces polluants et la survenue de maladies. Ça, c'est clair. Ensuite, on a face à nous des gens qui sont très armés sur le plan financier, sur le plan politique. Et puis, nous, les soignants, on va avoir de plus en plus de malades qui vont arriver et qui seront la conséquence de cette exposition aux polluants. Et quelque part, on a aussi notre responsabilité à jouer. Et ma question, c'était sur vous, avec l'expérience que vous avez depuis plusieurs années, est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste? Est-ce qu'on va arriver à fédérer, j'allais dire, le corps médical dans son entier pour qu'on puisse peser sur des décisions politiques? Bah, écoutez, déjà, merci pour votre intervention. Moi, je participe je fais partie du PNSE 4 à l'heure actuelle, hein, les réunions qui se passent à Paris ou par Internet dans le PNSE 4 dans le groupe recherche et produits chimiques. Hein, et je suis relativement pessimiste sur la pertinence, des décisions qui peuvent être prises parce qu'il y a des lobbies justement. Et bien,
à mon petit niveau, j'essaie de faire du lobbying pour éveiller les consciences et que le corps médical se lève réellement pour dire halte là. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais la pollution que l'on subit depuis 70 ans est catastrophique et va entraîner des problématiques aussi dramatiques pour nos enfants, nos petits-enfants. Et il faut savoir que le réchauffement climatique va ne faire qu'aggraver cette augmentation de pollution. Donc vous voyez, moi je ne suis pas, pour l'instant, je ne suis pas très très optimiste parce qu'on voit que les choses n'avancent pas, si vous voulez. Quand vous voyez les différents... Moi j'ai participé aux différents plans, hein, PNSE 1, 2, 3 et 4. Hein. Donc quand on a dit, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, et on n'a pas émis l'idée que dans les fruits et légumes, il pouvait y avoir des pesticides perturbateurs endocriniens, c'est quand même un peu tristouné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un constat, mais il faut qu'on se batte tous. Il y a deux problématiques aussi sur lesquelles je pense qu'on peut être actif et positif. C'est la formation. Nous apporter de l'information, la formation, mais tôt dans les études médicales, par exemple, pour ce qui est la façon dont on travaille. Nous, on a mis en radiologie en place un module obligatoire éco-responsabilité, 2 heures, voilà, c'est important. Pour tous les tests de radio, mais on voudrait arriver à faire ça aux étudiants, aux externes, qui soient déjà tous sensibilisés à ça. Et bon, ça, je pense qu'on va y arriver. Ça, je suis positive pour ça. La deuxième chose qui est plus difficile, c'est la recherche. Avec Marie, on se disait, tous ces papiers, tous ces Chinois, c'est eux qui polluent. Hein. Vous êtes allé à Shanghai, à tout ça, vous avez, c'est vrai, je ne mens pas. Alors on se demande même comment ils ont cette liberté de publication quand on a vu ce qui s'est passé avec le Covid, comment ils arrivent à publier. On est étonné, mais nous, quand on veut faire une étude sur ça, on ne sait pas un projet de recherche à qui l'adresser, à qui va financer. Parce que quel est le bénéfice pour un patient ? Il n'y a pas de bénéfice pour un patient, ça ne rentre pas dans le PHRC intermachin, là où c'est ton hôpital, oui, oh, c'est gentil, là oui, mais bon, alors après, voilà, c'est pas, les gens qui font c'est pas que des économistes, alors quel est le rapport, le coût? On n'a pas vraiment, et là il faudrait des financements spécifiques pour permettre des études de recherche, et moi j'encourage tous les médecins, les jeunes, à faire des thèses comme ça, parce que c'est le moyen de montrer qu'on peut faire des choses et pour pouvoir l'analyser. C'est un coût, l'empreinte carbone, il faut la mesurer, les trucs, c'est un coût. Merci aussi pour votre intervention. Cela dit, l'avantage du monde chinois que je connais bien pour y avoir travaillé, sur ce problème-là, c'est que ils ont une volonté et quand ils trouvent un axe, ils mettent le paquet, ils n'hésitent pas à faire des cohortes de 50 000 enfants, etc., etc. Et c'est complètement, ça paraît schizophrénique par rapport à ce qu'ils font, mais quand ils sont dans un axe, ils y vont fort. Et le jour où ils vont vraiment se mettre à dépolluer, ça va être terrible, comme ils le font pour le Covid, pour enfermer les gens, ça sera comme ça. Hein. Voilà, donc... non, ça n'a pas bien marché. Mais par exemple, il y a quelques années, ils ont mobilisé 15 000 soldats pour aller planter des arbres au nord de Pékin pour empêcher l'arrivée du désert. Mais juste, vous parliez des études. Avec quelques amis, dont Pierre Souvé et d'autres, on travaille déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans pour faire inclure dans les études princeps de médecine de la formation. On avait fait un très beau travail, une très belle proposition avec une espèce de 30 heures ou 35 heures en 2e année de médecine et la même chose en avant-dernière année de médecine pour faire une piqûre de rappel. À l'heure actuelle, au niveau de la conférence des doyens, etc., eh bien, on arrive grosso modo à 3 heures ou 4 heures en 2e année de médecine. Et ce n'est pas encore mis sur place et ce n'est pas encore validé. Il faut passer par les étudiants, les doyens, les facs, tout ça, ils n'écoutent que les étudiants. Donc les jeunes... Alors là, je prends la parole. Bah, vous êtes doyenne peut-être Oui, je suis la doyenne de la fac de la Réunion. Non, pour dire, donc, je surenchéris par rapport à la conférence nationale des doyens. On est vraiment en train de travailler là-dessus. Et ça a été, on va dire, les instigateurs. C'était en effet des étudiants, des internes, notamment des Lyonnais. Et il y a Jean Sibilia, qui est le doyen de Strasbourg, qui est très, très engagé là-dedans. Donc ça va être plus que 3 heures. Hein, ça va être un module qui est plus important que ça. Le problème, c'est qu'on est en pleine réforme du 3e cycle, du 1er cycle, du 2e cycle, donc on a du mal à caser des choses, mais ça a été reconnu comme quelque chose de toute façon fondamental. Donc je peux rassurer là-dessus. Et moi, je vous remercie parce que ça fait plaisir d'entendre ça, parce que si vous voulez,
nous, dans notre sphère, je peux vous dire qu'on a du mal à se débrouiller pour faire avancer le système. Donc si vous me dites que ça va rentrer dans l'ordre, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre pour 2023-2024. Ce serait très bien. Si, parce qu'il y a un module et on va le rendre obligatoire de toute façon, parce qu'on sait que si c'est pas obligatoire, ça fonctionnera absolument pas. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'avais juste une remarque à faire sur ces fameux arbres qu'on plante. Là, on dit Air France, j'ai fait un truc, je plante un arbre. Eh bien, il faut 25 ans avant que l'effet de planter un arbre ait un effet sur la couche d'ozone et les échanges, etc. Moi, je ne suis pas biologiste, mais voilà, ce que j'ai entendu, c'est que c'est ça. Donc, c'est un peu du greenwashing. Hein, on se fait ça. Bon, mais c'est mieux que rien. C'est rien parce que c'est bien, parce que ça devient le sujet. Et qu'on en prend conscience, on se dit il faut faire un truc. Donc déjà c'est important, donc je ne veux pas être négatif, moi je suis quelqu'un d'enthousiaste et de positif, mais il ne faut pas non plus se leurrer, voilà, je mets un truc. Pour la Chine, c'était pas du tout pour une création d'équivalent carbone, c'était simplement pour ralentir l'arrivée du sable sur Pékin. Donc voilà. Un autre objectif. Là c'est comme la sobriété. Hein, Estelle. Question. Merci beaucoup, merci Joël pour ce topo extrêmement intéressant, mais il faut être lanceur d'alerte. Le problème c'est qu'on en vient pour les patients à des injonctions contradictoires. Parce que comme tu disais, ah mais non docteur, moi je mange pas de fruits et légumes, hein, il y a des pesticides dedans, c'est aussi mauvais pour ma santé, je vais boucher mes artères. Donc je continue à manger ce que je mange, à pas bouger parce que je respire l'air et je hyperventile avec le volcan, etc. Et du coup en tant que médecin, concrètement, mais qu'est-ce que tu leur conseilles? Le lait maternel c'est pareil, mais quand tu vois cette étude, tu as l'impression pour une mère d'intoxiquer ton enfant en l'allaitant. Bon, tu nous as pas montré le pendant, mais j'ai pas pu assister au congrès où tu as présenté ces résultats. Je suis sûre que tu as parlé du lait du coup maternisé aussi qui est vendu. Mais il faut faire le pendant, il faut faire attention aussi à nos messages parce que quand on a les patients en face, mais je t'assure, des fois tu es obligé d'arrêter et puis même bio docteur, mais non, mais bio il y a du cuivre du coup et ça détruit les sols. Donc du coup, je prends pas bio non plus. Donc je mange plus de fruits et légumes. Ce que vous m'avez dit, c'est pas vrai. Donc, voilà. Alors pour le cardiovasculaire, pour l'environnement, toi en tant que médecin, tu leur dis quoi? Ah ben, moi, je leur dis que déjà, il faut manger des fruits et légumes, il faut varier. Il y a eu un DPC ce matin, il faut varier l'alimentation, de préférence bio quand c'est possible. Hein, et oui, et donc voilà ce qu'il faut faire. Cela dit, ce greenwashing, il est fait aussi un petit peu par l'industrie agrochimique hein, pour brouiller un peu les réflexions et on entend dire le bio c'est pas bio, etc., etc. Et je pense qu'il faut être très très vigilant. Ce qu'il faut savoir, et je le répétais ce matin, hein, c'est que les produits issus de l'agriculture intensive sont pauvres nutritionnellement et riches en produits chimiques toxiques. Quand on a compris ça, on fait attention à ce qu'on mange. Hein. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est cultivé sur des sols qui sont pleins de pesticides qui se bioaccumulent, etc., avec des rotations de cultures qui sont tellement fréquentes que le sol s'appauvrit. Hein, et à partir de ce moment-là, les plantes se nourrissent mal. Elles sont plus fragiles aux attaques extérieures et donc elles sont plus souvent malades et on les traite plus. Donc vous voyez, tu vois bien que le problème il est là. Alors vraiment pour l'instant, la solution c'est quand même le bio pour les gens pour qui c'est possible. Et quand on achète bio et qu'on n'achète que des matières premières et qu'on en transforme soi-même, on fait une économie d'échelle par rapport à tout ce qu'on achète, les pots de Nutella, les pains de mie tout préparés, etc., industriels. Et donc ça change la face du monde. Voilà, et le bio qui vient de Chine, je ne sais pas si ça change la face du monde. Ouais, et pour le lait maternel, parce que c'est vrai que moi c'est perturbant. C'est perturbant. Réponse de l'OMS, ça ne va pas être ma réponse, c'est la réponse de l'OMS. C'est qu'en 2017-2018, l'OMS a fait une réponse à ce sujet-là, voyant que, parce que cette étude-là, elle montre ce qu'on voit à peu près partout dans le monde quand on fait des analyses de lait maternel. Eh bien, l'OMS a dit que l'allaitement maternel, malgré cela, est quand même plus favorable que l'allaitement, comment dirais-je, par lait maternisé ou pas maternisé, d'ailleurs par lait. Hein. Alors, deux choses, réflexion en prenant un peu de distance vis-à-vis de ça. Est-ce que l'OMS aurait pu dire arrêtez d'allaiter, vous allaitez pendant un mois et puis après vous passez à du lait bio-maternisé? Qui est-ce qui va avoir les moyens de s'acheter du lait bio-maternisé? Donc je pense que l'OMS, comme souvent et comme d'habitude, tempère un peu les choses en disant mais moi je pense quand même que le maternage c'est fondamental. Hein. Vous savez qu'il y a eu des très belles études sur les rats mal léchés hein, qui avaient
qui simulaient la sécrétion de cortisol, hein, l'hormone de stress, hein, et aussi de façon transgénérationnelle. Et chez l'homme, on a de belles publications, j'explique ça quand je donne des cours, des belles publications même chez l'homme où on voit l'augmentation de l'hormone de stress chez les suicidés, etc. etc. Donc, vous connaissez ça mieux que moi, hein, mais vous travaillez dessus tous les jours. Donc, le maternage, il n'y a rien que ça. Et moi, je dis toujours à mes patientes, faut lécher votre petit, quoi. Voilà, faut le câliner et lui donner le sein. Voilà. Oui. Ouais, j'ai juste une réflexion sur le... On parle beaucoup de médecine, on ne parle pas assez de social. Moi, j'ai fait une spécialité qui s'appelle santé publique et médecine sociale. Oui. On s'aperçoit bien que pour faire de la prévention et pour que la prévention porte, il faut porter dans les couches sociales à bas revenus. Là, par exemple, quand on dit manger des 5 légumes différents, etc., il faut avoir les moyens. Et tout le monde n'a pas les moyens. Tout le monde n'a pas les moyens de consommer du bio. Et donc, les solutions, elles ne sont pas que médicales. Elles sont sociales et donc politiques. Ouais. Voilà. Mais je pense que quelque part, quand on exerce, moi c'est plus mon cas, hein, je suis à l'ARS, mais quand on exerce, le versant social est très important. Bien sûr. Nous, on a mis en place des techniciens qui se déplacent dans les domiciles pour évaluer en fait le risque de pollution intérieure et aider les familles qui sont de bas niveau, qui souffrent de problèmes respiratoires chroniques comme l'asthme, d'allergies. Et on leur fait ce bilan intérieur et on s'aperçoit qu'il c'est vraiment un besoin. C'est vraiment il y a un vrai besoin derrière. Mais voilà, on doit faire du social et de la médecine, et les deux vont ensemble. Bien sûr. Qu'on parle diabète, qu'on parle perturbateurs endocriniens, etc., c'est bien évident. Tout à fait. C'est ce que j'appelle moi l'environnement socio-anthropologique. Hein. On ne fait pas les mêmes pathologies dans un hôtel particulier du 16e ou à Soweto dans un bidonville ou même aux États-Unis où l'accès aux soins est difficile et la malbouffe est bien plus importante que la nôtre. Hein. Donc il y a toutes ces choses-là à mettre en œuvre, effectivement. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous avoue que vous m'avez donné un peu le tournis. Je m'explique. Il y a plein d'études. Chaque fois, une étude teste une trentaine de toxiques et il y en a une ou deux qui sont en rouge. Voilà. Alors déjà, ce plan, les statisticiens le disent, quand on cherche beaucoup de liens, il y a toujours une ou deux qui deviennent significatifs. Hein, sur le statistique, ça peut s'expliquer très bien. Je ne suis pas en train de challenger ce que vous avez montré. Oui, je ne suis pas en train de dire ça parce qu'il y a des méta-analyses après qui effectivement montrent que ça va dans un sens ou pas dans l'autre. Là où vous m'avez donné le tournis, c'est que vous m'avez parlé de plein de pathologies d'un côté, plein de toxiques de l'autre côté, avec chaque fois des liens ici et là. Et donc je m'interroge, si aujourd'hui, on disait d'un seul coup, Pasteur découvre les germes et d'un seul coup, il nous fait la liste de tous les microbes et toutes les maladies que ça donne. C'est un peu ça. On ne sait plus par quel bout prendre les choses. Vous, du fait de votre recul, quelles seraient éventuellement les 3 priorités que vous donnerez? Parce qu'il faut commencer par quelque part. On ne peut pas donner toute la liste de tous les affres et dire ça donne plein de maladies. Par où on commence? Eh bien, on commence, et d'une, par savoir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne joue pas à l'autruche, la tête dans le sable, en disant dormez tranquille, braves gens, tout va bien. C'est-à-dire qu'il faut que le corps médical déjà se forme. Et quand je dis le corps médical, c'est le corps médical dans son ensemble. Ah, c'est-à-dire tous les personnels médicaux qui travaillent autour voilà. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui va dans le premier toujours, hein, c'est il faut que ces problématiques-là soient enseignées aussi dès la maternelle et à partir du bac et dans les études supérieures. Il faut que quand un ingénieur sort d'une grande école, etc., quand il met au point un process nouveau, il faut qu'il sache et qu'il pense d'emblée à se dire quel va être l'impact en termes de santé, en termes environnementaux de mon action. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, eh bien, il faut que la toxicologie réglementaire soit apte à nous protéger. Depuis l'après-guerre, depuis les années 50, la toxicologie réglementaire a été mise en place. Eh bien, force est de constater que si elle avait été efficace, on n'aurait pas cette augmentation de pathologies environnementales dramatiques. Regardez, le nombre de cancers. Et puis, on a des visions un peu curieuses. Le Covid, on a eu 140, 150 000 morts en 2 ans. C'est dramatique et un mort, c'est un mort de trop quand c'est dans ces conditions-là.
Mais on accepte benoîtement tous les ans 170 000 morts de cancer. On accepte 350 000 ou 370 000 nouveaux cas de cancer tous les ans. Donc, vous voyez, on est un petit peu bizarre parce que... Mais justement, excusez-moi, Oui. je vous interromps. C'est typiquement parce que là-bas, on a un agent Oui. et on Eh a ben eu un lien. Et donc, on sait que... Voilà. Eh ben oui. Mais, et là, vous nous faites un panel de... Non, mais voilà, ma question, en fait, c'était, parmi tous les toxiques que, Oui. que vous connaissez, quels seraient les 3 à lutter de manière prioritaire en termes d'impact sur la santé publique? Alors là, vraiment, vous me déconcertez parce que il n'y en a pas 3. Je sais, mais il faut bien qu'on commence quelque part. C'est ça ma question. Ah ben déjà, supprimer les pesticides, déjà, et d'une. Bon ben, voilà. On peut s'accrocher pour regarder dès qu'il y a un... Bon, je travaille avec Corinne Lepage. Hein, quand on a quelques victoires, là l'an dernier on a une victoire, on a réussi à faire retirer le Roundup 360 Pro. On se battait contre l'ANSES, contre Bayer et Monsanto. On a gagné, on fait retirer, il est parti, il n'est plus sur le marché. Mais des Roundup, il en reste encore 150 ou 200. Comment on va faire? Et que tous les mois ou tous les 2 mois, parce que c'est tous les 2 mois, l'ANSES réintroduit des herbicides à base de glyphosate. Comment on fait, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment un vrai problème. Il faut vraiment que la toxicologie réglementaire nous protège. Je vous ai dit tout à l'heure que, alors qu'on a des pathologies pendant la reproduction avec tous les produits que je vous ai montrés, eh bien, ces produits-là ne sont pas testés pendant la gestation de façon systématique et ils ne sont pas testés non plus en transgénérationnel. Ça veut dire qu'on laisse tout un pan de l'impact de ces produits chimiques toxiques qui se bioaccumulent à la fois dans l'environnement et à la fois dans nos corps. Hein, mais c'est pour ça que je vous ai montré la différence au départ entre les pathologies d'origine bactérienne, virale et parasitaire où on peut faire un lien direct de cause à effet. Mais là, on change complètement de paradigme. On est dans une notion d'exposome et on a une multitude de produits chimiques qui vont permettre l'émergence d'une pathologie. Mais on peut regarder quand même que avec comment dirais-je, les pathologies bactériennes, virales et parasitaires, c'est un peu pareil. Hein. Pourquoi? Expliquez-moi, dans une épidémie de grippe, dans une famille de 5, il y en a 3 qui ont la grippe, il y en a 2 qui ne l'ont pas. C'est parce qu'ils ont aussi un équilibre qui leur permet de faire face à ce qui arrive. Et heureusement qu'on n'est pas tous malades à cause de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Hein, parce que sinon, vous seriez tous en train d'opérer les malformations cardiaques, etc., à l'appel. Mais cette notion-là, on ne l'a pas rentrée dans notre façon de penser, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation binaire entre un agent causal et une pathologie, c'est toujours plurifactoriel, d'ailleurs dans la nature, tout est plurifactoriel, hein, et donc il faut qu'on change notre vision et il faut qu'on soit prêt à accepter. Ici, par exemple, eh bien, je peux vous dire qu'il y a des composés polybromés anti-feu, il y a des composés perfluorés, il y a du formaldéhyde dans les peintures, etc. Et c'est l'ambiance générale. Vous m'autorisez une petite question d'autre? Vous avez en Chine peut-être, parce que vous avez beaucoup de Chine, il y a un modèle extraordinaire. Vous parlez de la pollution de l'air et des cardiopathies congénitales. Ah oui, Est-ce que depuis 1 an ou 2 que plus personne ne circule dans ces grandes villes, est-ce qu'on a une diminution des cardiopathies congénitales ou est-ce que c'est quelque chose qui va être recherché? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé ça. C'était Parce que c'est un intéressant, modèle... mais on a su qu'en France, pendant le confinement, hein, la pollution à Paris avait diminué de façon colossale, Oui. en particulier aux particules fines. Hein, qui émanent de la combustion des carburants. C'est vrai, la Covid a montré que la réduction de la pollution qui était engendrée par l'absence de circulation et tout le monde était renfermé chez eux, dans certaines régions, on montre qu'il y a une diminution importante des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, etc. Donc on sait que si on peut contrôler une partie de la pollution, on sera bénéfique. Mais si on n'est pas d'accord, vous avez une solution. Vous relisez Globalia de Jean-Christophe Ruffin, vous allez dans une bulle stérile. Or, la bulle stérile, c'est une dictature. Donc, il faut trouver un moyen terme en essayant d'éliminer ce qu'on peut éliminer, mais on n'arrivera jamais à aseptiser la planète. Ah bah non. Je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Ça marche plus, là. Donc, il faut faire des choix. Qu'est-ce qu'on peut réduire, diminuer ou effacer, et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais on ne peut pas faire autrement, je pense. À l'heure actuelle, on ne fait pas grand-chose, et c'est la politique des petits pas.
Oui. Et pendant cette politique des petits pas, bah, vous voyez vos cabinets se remplir. C'est tout, hein. Je veux dire, c'est aussi triste que ça. Oui. Hein, et je ne dis pas ça parce que je suis pessimiste, je ne suis pas du tout pessimiste, sinon je serais pessimiste, je ne serais pas là. Mais c'est comme ça que malheureusement ça fonctionne et que je pense qu'il faut que le corps médical dans son ensemble se lève. Écoutez, quand on a mis les néonicotinoïdes en place pour la mouche de la betterave, alors que même l'industrie du sucre, quand même, c'est pas la plus grande industrie française, etc., etc. Et bien, il y a eu 100 ou 150 agriculteurs de la FNSEA qui ont fait un sitting devant l'Élysée et ils ont obtenu la remise en route partielle des néonicotinoïdes. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, nous, on n'est pas capable de faire ça, nous, le corps médical. Quand est-ce que le corps médical va descendre sur le Champs-Élysées à 3 000, 4 000, 5 000 en disant « halte là il faut qu'on fasse quelque chose ». Et puis en plus, c'est une question générationnelle. C'est les plus jeunes qui sont concernés. Vous avez vu le mouvement actuellement « Je ne fais pas d'enfants » parce qu'ils vont vivre dans une espèce d'enfer. Et chaque décennie d'âge, on voit les choses tout à fait différemment. Mais c'est les plus jeunes actuellement qui peuvent faire bouger les choses. Les plus jeunes, c'est 10, 15 ans, c'est pas 30 ans, c'est trop tard. Il y a quelqu'un qui demande la parole là-bas. Oui ? Vous voulez Je voulais juste dire que c'est pas que les jeunes, c'est pas qu'aux jeunes de bouger. Je suis désolée, mais c'est à tout le monde de bouger, quoi. Les jeunes, ils sont en train de subir ce que nous on a fait, ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc c'est pas qu'aux jeunes, c'est pas qu'aux jeunes, c'est à tout le monde, c'est à toute l'espèce humaine. Mais bon, on peut être optimiste, mais moi, je suis pas très optimiste, hein, vu ce que dit Monsieur notre brillant orateur. Mais bon, voilà, quoi. C'est à tout le monde de bouger. Surtout les politiques, mais bon, et il a tout à fait raison. Je veux dire, si nous on descend pas, c'est bien de faire de la formation, mais on fait de la formation. Pourquoi si on n'agit pas? En tous les cas, j'espère que vous sortirez pas d'ici déçus ou désorientés ou dépressifs. Je crois qu'il vaut mieux savoir ce qui se passe et pour pouvoir se défendre. Si on ne sait pas, eh bien, on va se laisser cuire benoîtement. Micro. Non, Hélène, micro. On n'entend rien. Dans les freins pour produire des changements, quand on s'adresse aux gens de ma génération, c'est l'impression de régresser. C'est un truc qui est terrible, ça, on le sent, parce que bon, l'enthousiasme, le frein de dire bon, je ne suis pas concerné, on sent tous qu'on peut faire quelque chose. C'est un faux message de se dire c'est pas à moi, c'est aux autres, ou ce que je fais, ça sert à rien. Je pense que tout le monde est convaincu que ça, c'est très facile. Mais cette impression de régresser, c'est un truc qui est pour beaucoup difficile à faire passer. On espère qu'on ne va pas régresser, qu'on va continuer à avancer, à se lever. Je pense qu'on va peut-être clôturer là, même si on a encore plein de questions, mais ça sera pour tout à l'heure. Vraiment, un grand merci. Bravo. Merci à vous. Donc on vous souhaite une très bonne soirée. On se donne rendez-vous demain matin, 9h, pour un autre enfer, qui sont les violences intrafamiliales.